Oui, alors un mot sur Lyon, sur lequel on connaît un petit peu vos réticences, Oui. sur l'aspect illuminatoire, théâtral, voilà. Moi, sans aller sur ce sujet, alors je rappelle que ce n'est pas dans mon champ de compétences, puisque l'éclairage public est à la ville. On peut voir à quel point c'est intéressant quand même par rapport à la démarche. Donc, une chose importante, le premier plan lumière de Lyon, c'est 1989, le deuxième plan lumière de Lyon, c'est 2005. Aujourd'hui, la consommation énergétique de 2011 est celle de 1989. Je pense que c'est important parce que l'entrée sur les économies d'énergie comme élément de programme, c'est quelque chose qui finalement concerne tout le monde. Je crois que c'est très intéressant. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je voudrais revenir un instant sur deux notions. Sur l'intégration de la compétence lumière dans le projet urbain. Et là-dessus, s'il y a au moins quelque chose qu'on peut mettre en valeur et affirmer à Lyon, c'est que pas un projet d'espace public se fait sans que le concepteur lumière soit associé au concepteur architecte. Je crois que ça, on en parlait avant la séance. Alors c'est d'autant plus intéressant que, comme nous, on n'a pas la compétence en éclairage public, mais que pour autant, on l'a en aménagement urbain, on conventionne avec la ville, avant le choix des maîtres d'œuvre, par quelque chose qui s'appelle, de façon barbare, la convention de maîtrise d'ouvrage unique, et on passe un contrat avec la ville en disant qu'on va faire ce projet d'espace public, mais sur les compétences espace vert et éclairage public, on passe un contrat et il y a une maîtrise d'ouvrage unique avant le choix je dirais, du maître d'œuvre. Et systématiquement, dans ce contrat, on est liés les uns aux autres pour faire en sorte qu'il y ait malgré tout qu'une maîtrise d'ouvrage unique. C'est-à-dire qu'on n'a pas 2, 3, 4 donneurs d'ordre. Je pense que c'est pas partout pareil. Et ça, c'est vraiment une culture forte. Et moi, et on en voit vraiment on voit la qualité dans l'exercice et dans la production de la ville. Ensuite, pour aller au-delà de Lyon, moi, et à l'issue de votre présentation, moi, j'avais lu les livres pour préparer cette table ronde avec vous et Ariella, et puis vu vos présentations sur YouTube. Et moi, je suis frappée à chaque fois que je vous entends, et encore plus aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez le vocabulaire et la culture d'un urbaniste. C'est très très clair. Je veux dire, personne ne s'y est trompé, je pense, dans la salle. Moi, je voudrais le dire, et y compris dans les partis que vous prenez. Voilà. Donc c'est à ce titre-là que moi je considère que vous ne faites pas de l'éclairage, vous faites de l'urbanisme avec des partis, des stratégies par rapport au territoire. Le choix, comme vous dites, enfin, vous ne l'avez pas dit là, mais c'est vraiment de la jolie quand vous dites je ne veux pas éclairer la collégiale du 12e, je vais éclairer le Val-Forêt. Bon, c'est un parti d'urbanisme, c'est très clair. Moi, je voudrais reprendre une phrase facétieuse de Fachard à votre égard, qui parle de vous en disant que vous êtes un stratège éclairé. C'était facile, mais Fachard a beaucoup d'esprit. Je crois que c'est ça. Je crois que de la même façon, je pense que c'est ce qu'il faut comprendre par rapport à ce métier que vous faites, c'est que bien sûr, vous révélez la ville comme les urbanistes, comme les concepteurs, les architectes la révèlent, mais avec vraiment des outils de production urbain. Moi, quand je vous entends parler, évidemment, après, on n'a pas les mêmes outils parce qu'on fabrique le logement, etc., etc. Mais la vision, le projet, il se définit de la même façon. Or, moi, dans vos présentations, on voit très bien que vous travaillez des concepteurs qui, eux, sont urbanistes, qui sont architectes, etc. Je voulais savoir comment se faisait. Alors, on sent qu'il y a quand même une famille, comme bien sûr, mais ça, c'est absolument normal. Moi, je voudrais savoir un petit peu sur quel point vous... Parce que malgré tout, faire de l'urbanisme, pour le coup, c'est pas pareil qu'éclairer. Il y a la dynamique du projet, clairement, mais c'est pas la temporalité, elle joue. Et moi, ce que je voudrais savoir, mais je ne veux pas prendre trop de temps à la salle non plus, c'est comment vous en discutez de ça. Voilà. En 2 mots, parce qu'effectivement, après, on va discuter avec la salle. C'est vrai que, bon, il y a des urbanistes, des paysagistes, des architectes avec qui je travaille depuis quasiment le tout début. J'ai beaucoup aimé travailler avec Gilles Wexler, je travaille encore de temps en temps avec lui. Je trouve que c'est un des paysagistes qui a une vision urbanistique peut-être une des
plus intéressantes en France. Disons qu'on essaye... alors, on a cette question de la temporalité différente. Donc, nous, on essaye de préfigurer. De plus en plus, on se dit que la lumière peut être un outil à la préfiguration du projet urbain. Quand on sait que des fois, c'est 10, 15, 20 ans, 30 ans, on peut agir, marquer des dynamiques, des trajectoires, des continuités, des discontinuités. On a cette chance-là. Ce qu'on essaye de faire quand on travaille ensemble, c'est finalement de se comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de répartition jour-nuit, il y a une répartition, je dirais, d'usage. Et donc, moi, c'est vrai que autant l'urbanisme m'intéresse, autant je ne me sens pas urbaniste en termes de formation, même si la ville me passionne. Mais je pense que ce qui manque souvent dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, quand on n'a pas cette dimension nocturne, c'est la question des usages nocturnes. Et donc souvent, je dirais, le ticket d'entrée avec mes collègues architectes urbanistes ou paysagistes, c'est de les interpeller sur cette question de l'usage une fois que la nuit est tombée. Et à partir de là, on discute, bien évidemment, des fois on s'appuie sur un projet urbain. Sur la Clichy-Batignolles, il y a des fondamentaux. On travaille sur un grand nombre d'écoquartiers, il y a des fondamentaux. On les transcrit, on les révèle, on les métamorphose. On ne vient jamais contrecarrer le projet urbain, sinon ça n'a pas grand intérêt, surtout quand on travaille dès le départ dans l'équipe. Et puis il y a des fois où on travaille sans qu'il y ait déjà une équipe de maîtrise d'œuvre. Et donc là, on est peut-être un peu plus poil à gratter, quoi. Voilà. Notamment sur des questions justement d'obscurité, de trame noire, où il y a des maîtres d'œuvre qui nous disent mais d'où ça sort, en quoi c'est utile. Et là, effectivement, en appui du maître d'ouvrage, parce que si on n'a pas l'appui du maître d'ouvrage, on ne peut rien faire, on essaye là, effectivement, d'être un petit peu la mouche du coche. On va prendre vos questions. Moi, je voulais juste faire une remarque en complément de celle de Fabienne. En effet, c'est une approche urbaniste, c'est lutter contre les coupures urbaines, c'est introduire des lisibilités dans un territoire qui n'en a pas, c'est articuler des logiques très complexes. On a vu le nombre de sujets, de normes, d'objectifs, parfois contradictoires, et qui sont intégrés dans un projet, ce qui est typiquement le travail de l'urbaniste et de l'aménageur. Donc on voit bien les parentés, les proximités, l'utilité d'ailleurs de travailler ensemble. Moi, je souhaitais juste, avant que vous ne puissiez prendre la parole, te demander comment ton travail s'articule avec les plans climat. Est-ce que ça s'articule ? Parce qu'on a le sentiment, quand on travaille sur l'énergie, quand on travaille sur un certain nombre de thèmes, que ça ne se parle pas, que les SCOT, les plans climat, par exemple, ne se parlent pas. Est-ce que les schémas directeurs lumière, les travaux que tu mènes, ont un lien avec les plans climat? Alors sur Paris, oui, puisque le marché à performance énergétique auquel j'ai participé et répondu avec le groupement EVESA et dont on a été lauréat, il est clairement inscrit dans le plan climat, donc on a des obligations de résultats sur la baisse de la consommation énergétique, dans un certain nombre de partenariats publics-privés, de rénovation d'éclairage public aussi. Comment ça s'articule ? Disons que nous, on est un petit peu la force de proposition créative pour abaisser l'énergie en maintenant la qualité. Voilà, toute la difficulté, elle est là. C'est-à-dire qu'on peut faire très vite des économies d'énergie si on dégrade la qualité. C'est-à-dire si on passe en lampe au sodium, même basse pression, comme certains parfois ont pu l'imaginer, en traitant systématiquement les espaces publics tous de la même manière, en utilisant des innovations technologiques, la gradation, la télégestion. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que si on fait ça, on dégrade la qualité de vie nocturne, et que donc notre rôle, c'est de maintenir et d'augmenter cette qualité de vie nocturne avec des propositions qui sont justement innovantes et originales, qui ne sont pas forcément des propositions technologiques, donc souvent les gens sont un peu surpris parce qu'ils nous disent « mais les technologies ?» Il n'y a pas que les technologies. Si on baisse le niveau lumineux d'un facteur 2, on fait une économie d'énergie de 50%, tout simplement. Donc il n'y a pas forcément besoin. Et baisser le niveau lumineux, je ne le dis pas en gradation, je dis juste en projet de dire qu'on va mettre à 10 lux. Sur la ZAC Clichy-Batignolles, on sera à 10 lux moyen sur la totalité des espaces publics, que ce soit espaces piétonniers, espaces voiries. On a mis en expérimentation des systèmes de boucles magnétiques de détection des voitures pour que ça s'abaisse encore plus à 20% de cette valeur, donc à 2 lux. On a dû beaucoup convaincre et les élus et les services, et notamment la directrice de la voirie de l'époque, parce qu'à Paris, on ne faisait pas 10 lux, on faisait 25 lux, et que ça, c'était un peu une révolution de palais. Mais je crois que justement,
on est capable aujourd'hui, avec des propositions innovantes, et surtout en faisant un véritable projet, donc moi je me bats pour que ce soit des projets d'éclairage et pas seulement des systèmes techniques qui soient mis en œuvre. Mais on doit aider à tout ça, on doit aider au respect de la biodiversité nocturne, on doit aider à la maîtrise de la pollution lumineuse, et moi je dis toujours à mes confrères que si ce n'est pas nous qui nous en occupons, nous concepteurs lumière, qui va pouvoir s'occuper de ça? Certainement pas les astronomes amateurs, et certainement pas les biologistes. Donc c'est à nous de traiter cette question de la lumière de manière vertueuse et à convaincre l'ensemble des autres de cette question-là.